Bonjour et bienvenue dans cette minute automnale. Aujourd'hui, je reviens en plein petit déjeuner pour vous parler des livres que je suis en train de lire en ce moment, donc les lectures de fin septembre jusqu'à mi-octobre, fin octobre. Donc j'ai 2 livres de fiction, 2 livres de non-fiction que je suis très pressée de vous montrer. Et pour commencer, je vous invite à vous installer autour d'un thé. Après tout, ces minutes automnales, le but c'est d'être un petit peu cosy. Et aujourd'hui, j'ai avec moi le Chai of the Tiger de chez Kousmiti. Voilà. Et il est 10h du matin. Et donc je suis en plein petit déjeuner aussi. Donc j'ai mon super bol breton fleuri que je vous ai présenté aux dernières inspirations et favoris de l'été 2020. Et dedans j'ai mis un Weetabix à la cannelle. Et je me suis dit que j'allais faire une petite pause. Ou en tout cas que j'allais passer mon petit déjeuner avec vous, peut-être, quelque chose comme ça. En vous parlant de ces 4 bouquins de fiction, de non-fiction, que j'ai lu ou que je suis en train de lire en ce mois d'octobre. Alors, le premier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'appelle Octobre, par Søren Sveistrup. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais on va se contenter de ça. C'est un thriller qui se passe au Danemark, donc c'est un auteur danois qui est en fait le scénariste de la série télévisée danoise qui s'appelle The Killing. Vous connaissez peut-être la version danoise, vous connaissez peut-être la version américaine, puisqu'ils ont fait une version américaine de The Killing. Et donc Søren Sveistrup, c'est le scénariste, le créateur de la version danoise de cette série télé. Et manifestement, en tout cas d'après ce qui est marqué sur le bouquin, c'est son premier roman, première fiction écrite, qui est également un thriller. Enfin qui est également, oui, parce que The Killing c'est une série de polars si vous connaissez pas. Donc là c'est également un polar. On s'inscrit un petit peu dans cette série des polars un petit peu sombres, nordiques, etc. Mais c'est loin d'être aussi affreux que certaines choses, parce que moi je supporte plus les trucs trop affreux. Donc même s'il y a des choses assez affreuses qui se passent, notamment en rapport avec des enfants, donc si gros trigger warning, si vous aimez pas les affaires qui ont un rapport avec les enfants, ne lisez pas ce truc. Mais dans tous les cas, ça reste très... Je trouve qu'il maîtrise très bien comment dire, la décence, on va dire, ou en tout cas c'est-à-dire qu'il suggère des choses, mais il n'y a aucune violence inutile, il n'y a aucun gore inutile dedans. On comprend ce qui se passe, et on comprend qu'il se passe des trucs pas forcément cool, mais je trouve que la manière dont les policiers découvrent les choses, la manière dont c'est décrit, la manière dont c'est suggéré, ça reste quand même... Enfin voilà, il n'y a pas un étalage de violence gratuite dans le bouquin. Et ça j'ai plutôt apprécié, puisque j'ai de plus en plus de mal avec ça. Et donc c'est un livre que j'avais trouvé dans un relais Fnac ou un truc comme ça à la gare début septembre quand on est parti à Saint-Malo. Et puis comme c'était un moment où c'était encore l'été, j'avais très envie d'automne, quand j'ai vu cette couverture je me suis dit ben je vais l'acheter. Et aujourd'hui je vous le recommande, je l'ai terminé. Je vous le recommande parce qu'il est vraiment bien, vraiment bien. Donc en fait on suit 2 policiers différents, donc la jeune inspectrice Naya Tulin qui a envie qui veut quitter la criminelle pour être transférée au service des... je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros de l'anti-piratage informatique, service numérique, machin, qui pour elle est plus moderne que le vieux service de la crime. Et elle se retrouve affublée d'un partenaire qui s'appelle Mark Hess, qui est plus âgé, qui travaillait à Europol ou Interpol, un truc comme ça, enfin ouais je crois que c'est Europol, donc la police européenne à La Haye, et on sait pas trop ce qui s'est passé avec lui, mais il s'est un petit peu fait dégrader et renvoyer à la crime de Copenhague où il travaillait avant. Et donc aucun des deux n'a vraiment envie de continuer à travailler à la crime, aucun des deux n'a vraiment envie de faire connaissance avec l'autre. Et c'est intéressant de voir la dynamique entre les 2 personnages. Et en termes d'intrigue, écoutez, c'est une intrigue de polar, hein, donc c'est une femme qui est retrouvée morte avec une main coupée je crois, et un petit bonhomme en marron comme on voit là sur la couverture. Je sais pas si ça vaut le coup de vous montrer si vous voyez grand chose, mais il y a un petit bonhomme en marron comme ça qui est à côté, et donc l'enquête part de là. D'un autre côté il y a la ministre de
je sais pas si c'est pas des affaires sociales et de la protection de l'enfance justement, Rosa Hartung, dont la fille a été enlevée 1 an auparavant et on la voit qui revient, enfin non, la fille a été enlevée et tuée 1 an auparavant et on la voit qui revient reprendre ses fonctions de ministre 1 an plus tard, 1 an après cette tragédie, et donc on suit certains chapitres avec elle ou avec son mari et on se demande bien le rapport que ça peut avoir avec notre affaire, et du coup voilà, il y a différents fils comme ça qui s'entremêlent au fil de l'affaire. Les chapitres sont courts, on sent le gars qui vient du milieu de la série télé, c'est court, c'est dynamique, en même temps ça fait pas faux cliffhanger pour autant, c'est très bien mesuré je trouve. Chaque chapitre nous révèle quelque chose, nous donne envie de savoir la suite. La personnalité des personnages est amenée petit à petit. Je trouve que les personnages, notamment les 2 policiers et puis les autres autour d'eux, sont plutôt attachants. Et les choses voilà, se mettent en place de manière tout à fait crédible, c'est prenant, voilà, moi je l'ai vraiment lu d'une traite, donc si vous aimez les polars, en plus là avec le mois d'octobre, l'ambiance un petit peu automnale, un peu spooky et tout ça, c'est peut-être le moment de lire ce genre de choses, sachant que c'est relativement dark mais qu'il n'y a pas, comme je disais, de violence gratuite pour autant, et c'est un bon thriller danois. Ensuite, un livre de non-fiction écrit par Rob Hopkins qui s'appelle « Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ?» avec une préface de Cyril Dion. Est-ce que le traducteur est marqué quelque part? Et c'est traduit de l'anglais par Amanda Pratt-Giral. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Et donc en fait, c'est une sorte d'essai en fait au sujet du pouvoir de notre imagination en tant qu'être humain. Donc vous imaginez bien que quand j'ai vu ça sur le rayon, je me suis dit c'est pile dans mon rayon en tant qu'artiste et en tant qu'écrivaine de l'imaginaire qui fait de la fiction optimiste, etc. Puisqu'en gros, la prémisse de ce bouquin, c'est que tout est possible puisque tout part de l'imagination humaine, aussi bien d'un point de vue individuel que social. Donc là c'est orienté plutôt sur le côté social et le côté la société de demain qu'on est en mesure de créer. Et toute la prémisse du livre, c'est effectivement de dire que de nous inciter à continuer à rêver en fait, de nous inciter à continuer à être optimiste, de nous inciter à continuer à croire que des alternatives, des choses sont possibles, puisque tout ce qu'on crée en tant que société humaine part de l'imagination et des idées et de la motivation d'êtres humains en fait. Et si on se résigne à se dire que le monde va être de pire en pire, que ça va être affreux, qu'on cède à la peur, etc., et que du coup on se paralyse complètement et puis qu'on ne fait plus rien, et bien effectivement le futur va devenir plus sombre. Mais par contre, si on fait appel à ce pouvoir extraordinaire qui est notre imaginaire, et ça je vous en parle à travers le voyage créatif de tout ce qui est imaginaire intérieur d'un point de vue individuel, mais il y a aussi l'imaginaire collectif pour ce qui est possible d'un point de vue social. Et du coup voilà, l'idée c'est de dire que si on travaille sur cet imaginaire collectif optimiste, si on ne baisse pas les bras, si on ne se résigne pas, si on commence à faire des choses dès maintenant, il est toujours possible d'avoir des alternatives et d'avoir un futur meilleur. Et je sais pas pour vous, mais vu l'année 2020 qu'on s'est pris dans la tête comme un bus, c'est plutôt sympa d'avoir des lectures comme ça. Donc je l'ai à peine commencé là, parce que j'ai fait une petite pause dans mes lectures de non-fiction pour bêta-lire des romans de copines autrices. Du coup, j'ai pas encore trop avancé, mais je compte le lire sur la fin du mois d'octobre et peut-être en novembre. Mais d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est tiré, donc chaque chapitre est sur un thème. Là par exemple, je trouve au chapitre 5, et si l'école nourrissait l'imagination de nos enfants, le chapitre 4, et si nous luttions pour nous réapproprier notre attention, voilà qui va faire écho avec tout ce que je vous ai proposé sur le minimalisme numérique fin septembre. Et en fait, il parle de choses réelles, il parle d'idées, d'études, de choses comme ça. Là je vois qu'il y a plein de notes en fin de livre, donc il y a plein de références. Et il y a plein de références à des initiatives qui sont actuellement en cours. Donc c'est pas seulement, enfin c'est pas un livre genre de philosophie spéculative en mode si on fait ça dans l'avenir, et ben il se passera ci ça. C'est vraiment ancré dans le réel et ancré sur des initiatives qui ont déjà cours dans le monde d'aujourd'hui. Vous savez,
notre imaginaire intérieur, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait du monde, l'idée qu'on se fait du réel, l'idée qu'on se fait de ce qui est possible, ça vient de notre perception du monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à la réalité avec un grand R, on n'a pas accès à la vérité avec un grand V. Comme dirait Platon, on est dans une grotte avec une flamme et on a accès juste aux ombres de la vérité, on n'a pas accès à la vérité qui est hors de la grotte. Ce que ça veut dire que nous expérimentons le monde à travers nos sens et à travers notre cerveau qui va interpréter ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on entend, ce qu'on vit, etc., etc. Et du coup, on va se raconter une histoire autour de tout ça, à partir de toutes ces choses-là. Et dans cette histoire-là, vu que nous sommes des êtres capables de penser au passé, au présent et au futur, toutes ces histoires-là qu'on se raconte vont façonner la manière dont on voit notre histoire passée et notre monde passé, la manière dont on voit ce qui nous est possible maintenant dans le présent, et la manière dont on voit notre futur, que ce soit notre futur personnel ou le futur de la société dans laquelle on vit. Et en réalité, ce que je trouve très intéressant, mais ça on en reparlera même dans des sujets un peu plus développement personnel, etc., mais autour du voyage créatif, mais ce qui est hyper intéressant à comprendre avec ça, c'est qu'en fait, notre réalité, ou la manière dont on voit notre réalité, enfin la réalité en fait est faite de plein de facettes. Imaginez que c'est comme une espèce de cristal qui a plein de facettes différentes. Et nous, on regarde ce cristal à travers une seule de ces facettes, qui est la facette de notre vision du monde à nous, individuelle, par rapport à notre passé, par rapport à nos valeurs, par rapport à nos expériences, etc., etc. Et ce que je trouve hyper intéressant, ce qui élargit le champ du possible, tout ça c'est dans l'ingrédient inspiration du voyage créatif, c'est le fait d'arriver à prendre du recul et de prendre conscience des autres facettes qui existent en fait, des autres manières d'interpréter cette même réalité qu'on a sous les yeux. Et une manière de créer ça, de venir prendre du recul, de venir choisir une facette différente, on va remettre de l'intention dans comment on choisit de voir le monde, notre futur et le futur de la société, ça va être de justement remettre de l'intention sur tout ça, se dire ok, ma facette là, devant laquelle je suis collée, c'est un petit peu mon expérience, mon passé, ce qu'on m'a dit, etc. Un petit peu inconsciemment, j'ai absorbé un peu tout ça comme une éponge et aujourd'hui je suis avec cette facette là, cette vision là, cet imaginaire intérieur là, ce jardin intérieur là, et toute l'idée ça va être de remettre de l'intention dedans et se dire est-ce que j'ai envie de continuer à voir le monde comme ça, est-ce que j'ai envie de continuer à croire les choses comme ça. Et pour pouvoir changer cette interprétation du monde, changer cette manière de voir les choses, eh bien, le cerveau a besoin de preuves entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va pas se mettre à croire n'importe quoi. Enfin, si on n'y croit pas vraiment, on peut pas juste faire la méthode Coué de se répéter une pensée incessamment, sans cesse, etc. Si on n'y croit pas, ça marchera pas. Du coup, une solution pour arriver à changer cette vision du monde, etc., et d'aller vers une autre facette de ce cristal qui est la vérité, et d'aller vers une autre interprétation du monde qui va être peut-être plus constructif pour nous, c'est-à-dire justement, et c'est ça l'idée de ce bouquin, c'est de dire que c'est plus constructif de voir les choses avec optimisme, de libérer notre imagination et de libérer le champ du possible, et c'est ce que je vous invite à faire à travers tous les contenus que je crée, à travers le voyage créatif, etc. Et donc pour être capable de faire cette évolution de vision des choses, eh ben, il faut trouver des choses dans la réalité de maintenant qui nous convainquent en fait. Pour qu'on soit capable d'ancrer cette nouvelle vision, il faut qu'on arrive à voir la réalité sous un autre angle, mais il faut que ça reste la réalité, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là qu'un bouquin comme ça est très intéressant, et c'est pas le seul, hein. Il y a de plus en plus de bouquins un peu justement optimistes, qui voient le monde sous un meilleur jour que les news anxiogènes qui nous font cliquer, enfin, qui nous disent des trucs affreux pour nous faire cliquer dessus, etc. Enfin, c'est... Peut-être que je vous en parlerai un jour de ce que je pense des news et des chaînes de news, etc. Parce que c'est la catastrophe. Mais voilà, je pense qu'on a besoin de ce genre de livre en fait, qui nous ancre dans le réel et qui nous ancre, en fait, qui nous montre des choses qui font partie de ce cristal qui est la réalité, mais qui nous montre une autre facette. Et donc là, Rob Hopkins nous montre une autre facette de la société telle qu'elle est, donc par thème avec les chapitres et avec des recherches, des initiatives, des projets qui sont en train d'avoir lieu maintenant. On n'est pas dans la spéculation, on est dans le réel de maintenant. Donc j'ai à peine commencé à lire, comme vous pouvez le constater, je crois que j'ai à peine lu la préface, donc je peux pas vraiment vous parler de mon avis sur le livre en particulier. Mais si le sujet vous intéresse et que vous voulez justement voir le monde avec un peu plus d'optimisme, ben, je vous invite à découvrir ce livre. Et puis bah, quand je l'aurai lu, peut-être que si j'ai beaucoup aimé, je vous en reparlerai dans mes inspirations et favoris d'automne 2020. Ensuite, deuxième livre de fiction que je suis en train de lire, et j'en suis à peu près aux 2/3. Donc ça s'appelle Déraciné par Naomi Novik.
Voilà, j'ai trouvé ça chez Cultura, bah comme le machin de Rob Hopkins, les deux, je les ai trouvés chez Cultura en allant acheter le cadeau d'anniversaire de ma mère. C'est toujours un piège Cultura parce que j'y vais pour acheter des cadeaux et je repars toujours avec autant de trucs pour moi que pour les autres. Et en fait donc j'ai trouvé ça au rayon imaginaire, vous savez, science-fiction, fantasy, etc. J'ai vu que il y avait un bandeau qui disait qu'elle avait gagné le prix Nebula, le prix Locus, et voilà, et j'ai vu la 4e de couverture, qui dit donc: depuis toujours, le village de Dvernik est protégé par des assauts du bois, avec un B majuscule, une forêt maléfique douée d'une volonté propre, par le dragon, entre guillemets, un puissant magicien. Celui-ci, en échange de ses services, prélève un lourd tribut. À chaque génération, la plus jolie jeune femme de la communauté disparaît dans sa tour. Cette année, c'est Kasha qui sera choisie. Forcément, c'est elle la plus belle, la plus populaire. Personne n'en doute, et encore moins Agnieszka, qui n'a jamais voulu de cet honneur. Mais les choses ne vont pourtant pas se passer comme prévu, et Agnieszka va découvrir un monde au-delà de l'entendement. Donc c'est de la fantaisie d'inspiration Europe centrale, Europe de l'Est. Là, vous voyez les noms, Kasha, Agnieszka, on dirait mes collègues de Varsovie. Et pareil, Dvernik, etc. Enfin, on sent vraiment plus une inspiration Europe centrale, Europe de l'Est. Et moi ça m'a bien plu parce que j'en ai marre de la fantaisie anglo-saxonne à la Tolkien avec les nains, les elfes, tout le folklore en fait qui vient plutôt de la culture anglaise, culture du Royaume-Uni, culture celtique, etc. Ce qui est très cool aussi, hein, mais j'avais envie de changement. Et du coup là, de voir que c'était une culture un petit peu différente, je me suis dit cool, on va voir. Après j'ai un petit peu hésité parce que quand vous lisez la 4e de couve, ça ressemble un petit peu à ce stéréotype des bouquins young adult, donc les bouquins pour jeunes adultes, où c'est oh là là, la petite jeune paysanne qui comprend rien à rien, qui se fait enlever par un puissant magicien et paf, il tombe amoureux. Alors il dit pas qu'il tombe amoureux là, et puis pour l'instant, c'est là ce que je suis en train de lire, c'est pas le cas. Mais je me suis dit, oulala, ça risque de tomber sur ces espèces de romances qui me dérangent. Non, je vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais il y a certains types de romances qui me dérangent, d'autant plus pour les jeunes adultes, où il y a des histoires de séquestration, il y a des histoires de syndrome de Stockholm, et où le fait que la nana finisse avec le gars soit vu comme un happy end, moi ça me pose beaucoup de problèmes. Donc j'ai un petit peu hésité, je me suis dit... Et en même temps, quand j'ai vu qu'il avait gagné le prix Nebula et le prix Locus, qui sont des prix anglophones de l'imaginaire, je me suis dit ça doit vouloir dire que c'est quand même quali, et que ça va pas être une espèce de ces romans stéréotypés problématiques en termes de relations homme-femme. Et bah écoutez, je suis pas déçue. C'est vraiment, vraiment très bien écrit. On retrouve des choses du genre de fantasy, c'est-à-dire les paysans, le bois maléfique avec les malédictions, les machins, etc. Le magicien dans sa tour, on trouve aussi le prince, la cour royale, etc. Enfin, il y a tout un côté vraiment fantasy assez classique. Et en même temps, c'est traité de manière vraiment, vraiment originale. Enfin, originale, oui, originale. Enfin, c'est traité de manière très bien faite. On s'attache très vite au personnage d'Agnieszka, on s'attache très vite au personnage du dragon aussi. Les rebondissements sont bien pensés, on s'ennuie pas. C'est très fluide, très naturel, l'évolution des personnages est logique entre guillemets, c'est-à-dire que ça se passe vraiment de manière fluide. Et j'ai commencé à lire il y a 3 jours je crois, j'ai déjà lu 300 pages. Et en fait je me retiens, le soir avant de dormir, je me retiens de continuer à lire, déjà pour préserver mes 8 heures de sommeil, et ensuite pour préserver le livre, parce que je l'adore, et si je le finis trop vite, après il n'y aura plus rien à lire. En tout cas il n'y aura plus ce livre-là à lire, cette histoire-là à lire. Donc du coup c'est un vrai énorme coup de cœur, du point que je dois me freiner pour ne pas lire. Et donc voilà, comme c'est une affaire en plus un petit peu de magie, de malédiction, de magicien, de machin, de trucs comme ça, ça peut être un mood en plus intéressant pour l'automne, pour le mois d'octobre, pour le côté un petit peu spooky, le côté un petit peu cosy. Donc si la 4e de couverture vous a intrigué, je vous invite à découvrir ce livre, qui est une excellente surprise. Comme quoi parfois c'est bien de se laisser attirer par les livres qui sont sur les étagères des librairies. Parce qu'on peut tomber sur des trucs auxquels on s'attendait pas, qu'on connaissait pas du tout et qui sont très chouettes.
Et je vais terminer cette petite sélection de bouquins d'octobre avec le dernier livre de non-fiction. Alors lui aussi j'ai commencé à le lire et j'ai pas encore lu grand chose, j'ai lu que l'introduction. Donc c'est le livre qui s'appelle Deep Work par Cal Newport, Deep Work. Donc là c'est la version française que j'ai, ils ont gardé le titre Deep Work. Je crois qu'ils l'ont traduit par travail profond ou travail en profondeur. Travail en profondeur, c'est ça. Ils ont traduit ça par travail en profondeur en français. Donc là on est sur de la non-fiction de type organisation, machin, etc. J'ai acheté ça en même temps que Essentialisme de Greg McKeown dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Au moment où je me posais toutes ces questions à propos du minimalisme numérique, de l'attention des distractions, des réseaux commerciaux, de tout ça. J'avais acheté ces deux bouquins-là. Et donc celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Mais en gros, de quoi ça parle? Ça parle justement de récupérer sa propre attention pour venir consacrer notre temps et notre énergie, etc. à créer des choses ou à avancer des projets qui comptent pour nous. Donc on est là dans tout le domaine de l'attention, des distractions, de ce genre de choses-là. Donc comme je ne l'ai pas encore lu, je n'ai pas vraiment d'avis à vous donner sur le sujet. Je vois que là il parle de ce que c'est que le travail en profondeur. Je suppose que c'est un rapport avec le fameux flow de Mihaly, Csikszentmihalyi là. C'est-à-dire cette idée qu'on rentre dans une espèce de zone où du coup on voit plus le temps passer, on est à fond dans notre travail et en général c'est là qu'on est les plus efficaces, les plus concentrés et aussi les plus satisfaits. C'est-à-dire que quand on sort de cette période de flow, il y a une sensation d'accomplissement qui est hyper intéressante. Donc je suppose qu'il va un petit peu en parler. Il parle de dire adieu aux réseaux sociaux, je suis en train de lire les règles là. Il parle de fuir la superficialité, il parle de combattre l'ennui, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc bon. Écoutez, je vous en reparlerai dans un prochain Inspiration et Favoris ou alors dans une vidéo dédiée si je pense que ça vaut le coup quand je l'aurai lu, puisque là je ne l'ai pas encore lu, ça va être ma prochaine lecture de non-fiction après le livre de Rob Hopkins là. Et je sais qu'Cal Newport a fait un autre livre qui s'appelle Digital Minimalism, donc minimalisme numérique, où je suppose qu'il rentre plus en détail dans tout ce côté autour des réseaux sociaux, etc. J'ai l'intention de me le procurer, mais je voulais d'abord lire son premier livre, voir ce que je pensais un petit peu de son style et de sa plume et de son approche, avant de dépenser davantage d'argent dans un bouquin supplémentaire. Voilà, je vais m'arrêter là pour ces suggestions de fiction et de non-fiction pour le mois d'octobre. Je vais terminer mon petit déjeuner et retourner travailler. Je suis attendue dans un meeting dans 10 minutes. Donc je vais vous souhaiter une belle journée, une excellente soirée. Merci d'être là jour après jour et je vous dis à demain.